Notre mission est de préparer la ville aux enjeux de demain. Après le numérique dans les années 70, à l'époque où l'on pensait qu'Internet était une entreprise de nettoyage, Issy-les-Moulineaux veut mettre aux avant-postes la gestion de l'énergie urbaine. C'est par ces mots que le maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, a introduit la présentation d'Issy-Grid. Alors, Issy-les-Moulineaux, terre d'innovation, c'est ce que nous allons détailler sur smartcities.tv. En un an, 10 grosses entreprises se sont réunies dans un consortium, un résultat entrepreneurial exemplaire. Présentation de ce quartier intelligent par Guillaume Parisot, chef de service innovation chez Bouygues Immobilier. On va vous parler de Smart Grid. Alors le Smart Grid, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'assez protéiforme en fait, puisque chacun aurait sa propre définition. Nous sommes partis d'une définition liée au territoire, c'est-à-dire que nous avons pris 2 quartiers d'Issy-les-Moulineaux et nous sommes posé la question comment finalement emmener ces quartiers un peu plus loin en termes de performance énergétique. Donc ça, c'est une des spécificités fortes d'Issy-Grid. Ces 2 quartiers, donc c'est le quartier Seine-Ouest et puis le quartier du Fort d'Issy. On va optimiser la consommation d'énergie, consommer mieux, c'est-à-dire moins, mais également au bon moment, et puis intégrer également les nouvelles sources de production d'énergie à partir de renouvelables. Alors pourquoi Issy-Grid est une première en France? C'est pour 3 raisons. La première, c'est justement ce parti pris de partir du territoire. Nous ne sommes pas partis de technologie ou d'usage particulier. Nous avons vraiment pris une partie de la ville, en fait 2 parties de la ville. Pourquoi? Pour avoir multi-usage, c'est-à-dire un quartier d'affaires essentiellement avec du bureau et puis un quartier résidentiel avec du logement. L'idée, c'est encore une fois de ne pas consommer qu'on ne consomme pas tous au même moment. Pour mieux situer le projet, rien de tel qu'un petit film qui en précise les contours. Donc là, vous reconnaissez la tour Sequana où nous sommes actuellement, EOS, le siège de Microsoft, Galeo, le siège de Bouygues Immobilier. Donc ce qui est important, je vous ai dit consommer moins, c'est également consommer mieux. Vous avez vu que les consommations varient à la fois au niveau des bâtiments, mais également au niveau du quartier, et puis au niveau de la ville, et au niveau français. Donc l'ennemi, c'est notre consommation, mais c'est également le moment auquel nous consommons. Vous avez vu, début février, le 8 février, on a battu un triste record de consommation au niveau national. C'est le moment où on a sollicité les moyens de production les plus chers et les plus polluants également. Donc il faut absolument comprendre comment le quartier se comporte pour avoir une optimisation au niveau non plus des bâtiments, non plus seulement des bâtiments, mais également de l'ensemble. Pourquoi il y a eu cette fédération? Pourquoi Issy-Grid est né? Au niveau de la collectivité locale et des opérateurs urbains, les enjeux, c'est effectivement l'innovation, c'est la réduction de l'empreinte carbone, c'est une réponse locale aux enjeux énergétiques globaux, et puis c'est imaginer les quartiers de demain. On a fait des bâtiments à énergie positive. Demain, on fera des quartiers entiers à énergie positive, pourquoi pas des villes. Pour les habitants d'Issy-les-Moulineaux, un point important, évidemment, c'est la réduction des consommations et de la facture énergétique, mais également un point d'être guidé, finalement, un point de pédagogie par rapport aux différents usages. C'est des clés de lecture que nous n'avons pas chez nous aujourd'hui. Finalement, où porter notre effort par rapport à nos consommations énergétiques? Est-ce qu'il faut mieux faire attention à l'éclairage, au chauffage, à nos appareils électroménagers? Un des objectifs d'Issy-Grid, c'est justement de donner ces clés de lecture pour savoir finalement qui pèse quoi dans cette consommation énergétique. Sur les entreprises, on est également sur la réduction de la consommation et de la facture énergétique, et puis sur l'empreinte carbone, puisque la publication du bilan carbone sera obligatoire à partir de l'année prochaine. Pour le commercialisateur d'électricité, c'est également avoir une offre ou des accompagnements qui permettent d'inciter à ces gestes verts et d'utiliser la meilleure énergie, la moins carbonée. Pour les gestionnaires de réseau, l'objectif c'est de garantir la qualité et la sécurité d'alimentation du quartier. Il est évident que les expérimentations qu'on va faire ne doivent en aucun cas remettre en cause l'excellente qualité d'alimentation de la zone.
Et puis, maîtriser, optimiser des nouveaux flux de distribution viendra sur l'impact notamment des énergies renouvelables qui sont non prédictives et qui ont un impact sur le réseau. Assurer le comptage et puis augmenter encore la proximité avec le client et le concédant. Sur les partenaires, eh bien, nous allons récolter un certain nombre de données énergétiques, donc c'est les valoriser, définir des modèles économiques, on y reviendra également, et puis un point, participer à l'évolution de la réglementation en matière d'énergie et ouvrir la porte à des nouveaux écoquartiers. Alors, si on regarde rapidement, quelle était la situation avant Isigrid? Eh bien, j'avais un certain nombre d'usages, logement tertiaire, éclairage public, qui étaient desservis par des réseaux énergétiques, donc une partie commercialisation, une partie distribution. Si on regarde ce qui se passe, alors on a mis avec Isigrid, mais vous avez bien noté que c'est une évolution qu'on sent et donc qu'on anticipe avec Isigrid, c'est l'arrivée des énergies renouvelables, l'arrivée de véhicules électriques, d'opportunités technologiques comme le stockage, et puis également quand on parle de rendre les différents éléments du quartier intelligents, eh bien ça veut dire qu'on va rajouter des liens de télécommunication, on va stocker cette information et puis, in fine, on parlait de modèle économique, eh bien, inventer des nouveaux services qui vont permettre à tout à chacun d'améliorer sa consommation énergétique et de rentrer dans l'ère numérique. Donc après cette vision générale, je vous propose de regarder en détail sur chacun des points où nous en sommes. Donc si on regarde... Isigrid est né il y a à peine un an, en mai 2011, coup d'envoi en mairie d'Issy-les-Moulineaux. Nous sommes allés assez vite pour nous mettre d'accord, effectivement, pour faire converger nos différentes envies, enjeux, stratégies sur le smart grid au travers de la signature d'un protocole d'accord, d'un consortium, et puis donc mars-avril 2012, nous entrons dans la phase de mise en œuvre. Alors aujourd'hui, Isigrid, qu'est-ce que c'est? C'est une dizaine de logements, un bâtiment tertiaire, 2 installations photovoltaïques et puis un parc de véhicules électriques. Ce sont encore une fois les premières réalisations. On verra sur chacun des thèmes que l'ambition est beaucoup plus importante, mais l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est déjà de vous montrer que ça marche, que nous sommes entrés dans la phase opérationnelle et que sur chacun des points, nous avons les briques technologiques nécessaires pour pouvoir mettre en place ce projet. Sur le résidentiel, vous l'avez compris, l'idée, quand on parle de logement intelligent, eh bien, l'intelligence, elle vient également de l'utilisateur à qui il faut donner les clés de lecture par rapport à sa consommation énergétique et donc lui dire où il peut porter l'effort. Donc, on est sur une solution technique performante, mais également simple et ergonomique, puisque le premier à convaincre, c'est bien sûr l'habitant de ce logement. On va lui rendre différents services, donc un suivi en temps réel, ça c'est fondamental pour avoir le retour d'informations par rapport à nos actions, et puis lui donner les moyens également d'agir par rapport à sa consommation. Le tout, évidemment, en respectant sa vie privée. Donc les données qui sont récupérées par ces différents compteurs sont agrégées, anonymisées avant de remonter au niveau du quartier et évidemment sont traitées dans tous les cas avec la confidentialité qu'il se doit. Donc ça c'est une dizaine de logements aujourd'hui. Demain on va étendre à 60 logements sur courant 2012 et puis en 2013 on va étendre évidemment au fort d'Issy-les-Moulineaux. Ça, c'est sur le résidentiel. On a exactement la même démarche sur le tertiaire. L'idée, c'est de donner aux entreprises les moyens de mieux comprendre comment se comportent leurs bâtiments en leur donnant une possibilité d'analyser leur consommation par localisation, par usage et de prendre les bons arbitrages par rapport à leur situation énergétique. Donc ça, c'est des données réelles qui sont issues du bâtiment Galéo, le siège de Bouygues Immobilier. Donc le cœur de ce dispositif, c'est une application de pilotage du bâtiment qui recueille les données et les analyse, découpe les différentes consommations et également a une partie prédictive puisque en fonction de la météo, en cas de panne avec les panneaux photovoltaïques et également en fonction de l'occupation du bâtiment, eh bien, on va être amené à prendre des décisions, des arbitrages différents par rapport au pilotage du bâtiment.
Demain, donc, on va équiper les différents bâtiments tertiaires de la zone. Au final, on aura 160 000 m², donc à peu près 10 000 personnes, 10 000 collaborateurs qui viennent travailler dans les bâtiments. Et puis, l'idée, au même titre que sur le résidentiel, on compte dans un premier temps et demain, on agit et on implémente un système de pilotage. Alors, on a utilisé le gros mot de lissage des pointes de consommation. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est consommer mieux, c'est-à-dire consommer au bon moment. Il faut qu'on arrête de consommer tous au même moment. Donc, pour ça, il y a un certain nombre de techniques qu'on met en œuvre dans le cadre d'EasyGrid. Si on regarde sur le tertiaire, sur le bureau, avant EasyGrid, on a une alimentation par le réseau électrique qui dessert l'ensemble des usages du bâtiment. Quand on commence à rajouter le panneau photovoltaïque, eh bien, on est dépendant évidemment de l'ensoleillement. Et donc, l'équation est plus compliquée. L'arbitrage avec ce qu'on prend sur le réseau, ce qui va être fourni par le photovoltaïque, eh bien, la meilleure manière de faire ça, c'est d'utiliser du stockage au milieu pour permettre là aussi de lisser la manière dont l'énergie est produite et consommée. On vous a également mis le véhicule électrique puisque il y a une batterie dans les véhicules électriques et donc on peut également s'en servir en termes de stockage. Donc les maîtres mots là-dessus, c'est stockage de l'énergie et également l'aspect autoconsommation, c'est-à-dire que si on produit sur le bâtiment, eh bien, la manière la mieux de consommer l'énergie, c'est de la consommer directement sur le bâtiment et non pas de la réinjecter sur le réseau. Deuxième point, quand le soleil s'en va, eh bien, on peut utiliser également la batterie, toujours soit du véhicule électrique, soit celle du bâtiment, voire même celle du réseau, pour pouvoir, là encore, prendre en compte une partie de la consommation. Véhicule électrique, donc je vous en ai parlé. On a pris le parti sur les différents bâtiments du quartier d'être volontaristes par rapport aux véhicules électriques. Pour mieux comprendre d'un point de vue technologique quel est leur impact sur le réseau, mais également et surtout pour l'aspect usage, puisque ce sont des véhicules qui ne s'utilisent pas de la même manière que nos véhicules thermiques classiques. Et donc, il est important pour nous de comprendre ce que ça va changer en termes d'utilisation de ce nouveau moyen de déplacement. Donc là, jusqu'ici, on a plutôt parlé de consommation. Si on regarde en termes de production d'énergie, eh bien, en milieu urbain, une des solutions les plus évidentes pour produire de l'énergie, c'est le panneau photovoltaïque. On a en vert un certain nombre déjà d'installations photovoltaïques. On va en rajouter également. L'idée, c'est d'avoir à peu près 1 millier de mètres carrés de photovoltaïque. L'objectif n'est pas tant d'avoir une gigantesque production, mais plutôt de développer l'autoconsommation et également la capacité à prévoir, mieux anticiper les productions du photovoltaïque pour mieux comprendre quel va être l'impact sur le réseau. Au niveau de l'éclairage public, donc l'éclairage public est également un point important puisqu'il peut représenter entre 30 et 40% du budget énergie d'une commune. Donc là, l'idée, c'est d'affiner les implantations et les choix techniques et puis de mettre en place un système intelligent qui va permettre de mieux comprendre et d'adapter l'éclairage public. On va être sur un système qui va être en fait interactif avec la voirie et qui va par exemple s'adapter au trafic. Alors on vous a parlé de réseau jusque-là, donc il fallait absolument qu'on vous montre ce que c'est. Donc l'idée, c'est pas de rentrer dans ce schéma. Vous avez en rouge la distribution d'énergie et en vert la partie produite par les photovoltaïques. On va en fait, dans le cadre d'EasyGrid, mettre en œuvre un nouveau poste de distribution publique qui va permettre de mieux gérer les échanges d'énergie entre les différents bâtiments et également d'intégrer une partie stockage. Je vous ai parlé de réseau d'énergie, je vous ai parlé de bâtiments intelligents et technologie de l'information et la communication. Alors, une fois qu'on a interconnecté tous ces bâtiments et ces équipements, eh bien, on va avoir une somme d'informations de toute nature, de l'énergie, de la météo, des usages des bâtiments, qu'il va falloir stocker. Donc, on est en train de mettre en place une infrastructure de stockage avec une volumétrie extrêmement importante, en utilisant les dernières technologies. Donc,
le cloud notamment. Je ne rentrerai pas dans le détail. L'idée, par contre, c'est d'avoir en fait un stockage de nouvelle génération. Et la première dans le cadre d'EasyGrid, c'est qu'on va avoir ce stockage appliqué à l'énergie. Cette infrastructure que nous allons mettre en place, elle va servir aux différents partenaires d'EasyGrid, mais également être ouverte plus largement, puisque l'idée, c'est de créer un écosystème de services, d'impliquer un certain nombre de startups qui vont imaginer ces différents modèles à partir des informations disponibles sur l'infrastructure que nous allons mettre en place. Et donc, un des premiers services, ça va être ce qu'on appelle la vigie, c'est l'information et le conseil au niveau de la gestion de l'énergie du quartier. Petit film sur Vigie, l'outil intelligent de monitoring de réseau de quartier mis en place au sein d'EasyGrid, qui a la capacité de collecter et d'agréger en temps réel et de manière anonyme les informations relatives à la consommation et à la production d'énergie locale. Les prochaines étapes, jalonnent l'année 2012, le déplacement du poste de distribution publique dont je vous ai parlé, la mise en place de systèmes au-delà du monitoring de pilotage, et puis 2013, ça sera l'année de l'extension au Fort d'Issy, donc l'ouverture vers un écoquartier en logement, et puis également l'exploitation de toutes ces données et la création des nouveaux services. 3 fondamentaux que nous garderons par rapport à ce projet, c'est évidemment le respect de la vie privée et la confidentialité des données qui vont être récoltées dans le cadre d'EasyGrid. Il y a un point sur le modèle économique. Donc aujourd'hui, sur le Smart Grid, personne ne connaît le modèle économique exact. C'est un des objets d'EasyGrid que de définir, tester et valider quels pourront être les modèles économiques du Smart Grid. Et puis également, c'est de fournir une référence technique et réglementaire pour le déploiement des Smart Grid en France. Suivent des questions auxquelles répondent les partenaires de ce projet. Quelle gouvernance et comment se fait la mise en place? Mais également, comment cela se passe-t-il avec le voisin qui est Paris? Réponse d'André Santini, ancien ministre, député maire d'Issy-les-Moulineaux, président du conseil de surveillance du Grand Paris. Ce que je trouve génial moi-même, c'est que je ne sais pas si c'est Parisot, si c'est Berthier ou je ne sais pas qui, on est parti de la situation. On n'a pas créé. Vous voyez, quand on est au fort, on vous parle d'un éco-quartier. On a décidé là-haut de recourir à la géothermie, à la collecte pneumatique, à des vergers plutôt qu'à des espaces verts, à la domotique. Bon, ça a été une réflexion préalable. Ici, on a vu des grandes sociétés arriver, et il faut le dire, c'est Bouygues Construction qui était à l'origine, soit qu'ils soient directement promoteurs pour évidemment leur siège social Bouygues Immobilier, ou indirectement avec Microsoft et Generali, et puis après avec Bouygues Télécom. Et d'un seul coup, dans ce quartier où vous êtes, qui n'était que les marches de la ville de Paris, la banlieue des Potoirs à peine prolongée,
La preuve, EDF a toujours maintenu un gros transfo à côté, qui ne sert à rien ici, qui alimente Paris. Il y en avait beaucoup avant. Tout ici, c'était la banlieue office. On alimentait Paris. Si bien que Paris n'a toujours pas intégré qu'une partie, par exemple, l'immeuble d'à côté, il est sur Paris, celui de Zistra. Il est sur Paris, il n'est pas sur ici. Et la ville de Paris s'en fout un peu, c'est bizarre. Actuellement, on va avoir des rapports avec eux pour l'opération Pullman, mais c'est Paris, et c'est Bouygues. L'opération Aqua Boulevard, c'est encore Paris, mais c'est nous qui ramassons les conséquences. Et l'opération Guilmer, c'est nous. Donc ça va être une grande opération qu'on prépare actuellement, mais on sent bien que Paris vient de dire « Ah, il faudrait peut-être qu'on se rencontre ». Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il faudrait peut-être qu'on se rencontre. Enfin, on va attendre d'avoir notre propre stratégie avant de les rencontrer. Donc, ici, ça a été vraiment l'utilisation logique, c'est-à-dire qu'il y a la Seine, il y a le périph'. Alors on a dit, tiens, ça pourrait faire quelque chose, vous voyez, mais ce n'était pas du tout intégré. Et à partir de là, les gens de Bouygues m'ont dit, vous savez, on a quand même des immeubles THQE. Je me rappelle d'ailleurs, je cherche Berthier, je ne le vois plus là, que c'était pas facile. On avait dit, est-ce qu'on passe à THQE? Ah, mais vous savez, quand même, les sociétés, ça fait un supplément de 15-20%, c'est pas évident. Et puis nous, on était plutôt pour, c'était pas notre argent. Et puis ça attirait des nouvelles entreprises. Nous, notre raisonnement, c'était de dire, les entreprises aujourd'hui, elles vont plus supporter la clim tout à moustache. Les cadres supérieurs que vous avez dans vos sociétés sont informés. Il faut leur offrir la HQE, THQE. Tout ça, c'est fait en pur pragmatisme. Et d'ailleurs, le consortium qui s'est mis en place, c'est le pragmatisme intégral, c'est une rencontre d'intelligence. C'est ça qui est passionnant, en termes même de gouvernance. Actuellement, on n'arrête pas de parler de la gouvernance du Grand Paris, de l'eau, de machin. Mais ici, vous avez des gens qui ont pris le pouvoir tout seuls et qui ont dit, tiens, je ne demande rien, je ne demande pas de titre, il n'y a pas de président, vous avez vu. Il y a un coordonnateur et encore, je ne sais même pas quel est le titre de Parisot, je ne sais pas. Non. Il est payé quand même, il est payé. Bon. Par Bouygues Immobilier. C'est ça qui est formidable. Et je crois que c'est vraiment le nouveau mode d'impérium, le nouveau mode de pouvoir. C'est fini la Légion romaine, hein, et on continue. Donc aujourd'hui, c'est les ingénieurs eux-mêmes. C'est vrai qu'on m'a toujours dit qu'on ne pouvait pas stocker l'énergie. Enfin, j'y connais rien, je suis juriste, bon. Mais je commence à entendre parler de stockage de l'énergie. Alors ça, c'est intéressant. Donc c'est une idée qui se développe. C'est pas du tout du cinéma. C'est les gens qui apportent leur intelligence, leurs intérêts économiques aussi. Et pour la ville, c'est bien. Alors, premièrement, ici, vous avez vu, on commence surtout par les bureaux parce que ils sont au niveau, tous les autres ne sont pas encore à la même échelle. Et puis, le quartier qu'on avance très vite, tout est vendu. Hein, les 1160 appartements, tout est vendu. 1610 appartements, tout est vendu. Donc les gens, l'autre samedi, on a posé la première pierre des écoles. Alors par exemple, pour les écoles, il y aura une école en paille. Alors ça intéresse la presse. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un quartier, encore une fois, avec géothermie, avec des architectes assez innovants. Eh bien, les nouveaux qui ont été choisis dans la deuxième salle de concours, il faut qu'ils soient innovants aussi. Alors ils sont obligés. La paille, ça a été un débat. Hein. Ça intéresse forcément les journalistes. Les gens, d'ailleurs, n'ont pas... Il n'y en a pas un qui est venu dire « Scandaleux, vous allez brûler nos enfants, c'est la maison des petits cochons, c'est je sais pas quoi. » Non, ça, on a été épargné. Mais quand on va rattacher l'écoquartier du Fort à Isigrid, je crois que ce sera vraiment un très grand développement. Encore une fois, l'idée maîtresse, c'est le pragmatisme, c'est l'intelligence. Et le Grand Paris, y trouve-t-il sa place ? C'est toujours le maire d'Issy-les-Moulineaux qui exprime sa vision. En ce qui concerne le Grand Paris, on n'en est pas là du tout. Hein. Puisque vous savez qu'on est en train actuellement de négocier, et c'est pas facile, l'installation, les forages, les tunneliers, ça n'est pas aisé à résoudre. Mais donc on est au transport. La deuxième échéance, vous la connaissez, c'est les 70 000 logements par an. Et ça, c'est les contrats de développement territorial qui devront, on dit toujours, c'est le
le territorial porte sur le développement, hein, pas sur le contrat. Donc, ne croyez pas que j'en sois encore à commettre des fautes du brevet. Donc, le contrat de développement territorial ne prévoit pas, pour l'instant, d'autres idées. Mais, par exemple, la fibre optique sera obligatoire dans le tunnel. Donc, il y aura des possibilités nouvelles qui seront données, qu'on n'a pas encore appréhendées, explorées. Et ce sera le retour des collectivités locales pour la gestion des gares. Alors, on va voir à ce moment-là comment on avance. Moi, quand je vois à quelle vitesse progresse ici Grid dans la ville, parce qu'on en est à quoi maintenant, 10 000 personnes, enfin 10 000 emplois concernés, ça va très très vite. Le fort, bon, ben ça y est, dans 6 mois, il sera dans le circuit. Voilà. J'ai demandé également qu'au fort, par exemple, ce soit un fort ouvert, c'est-à-dire que les gens des quartiers autour puissent avoir accès, si possible, à la géothermie, à la collecte pneumatique, à la fibre optique et à un peu de domotique quand même. C'est pas facile, mais ça fait partie de nos exigences et ça les mettra encore davantage dans le circuit. Alors après, ça va être les industriels. Je ne sais pas comment ça va se passer, si c'est breveté, comment vous allez faire. Ça a déjà le label Grand Paris, monsieur. Avec un tel projet, quel est l'impact des temps de décision souvent incompatibles avec la rapidité nécessaire? Dans sa réponse, le maire nous parle également de géothermie, mais aussi de l'usine proche d'incinération. Pour acheter le fort là-haut, 12 hectares, on a mis 14 ans. 14 ans. Pour acheter une partie des bâtiments de l'assistance publique, on avait mis 10 ans. On progresse. 10 ans, 14 ans. La prochaine fois, ça sera un peu plus. Et comme ce dossier traînait, et que vous avez, en 12-13 ans, des crises qui succèdent, comment fait-on pour maintenir la motivation? On avait 4 promoteurs qui commençaient à me dire tous les matins « C'est quand Jérusalem, hein? Ça va durer longtemps, votre cirque, vous y croyez vraiment ?» On a épuisé 3 présidents de la République, 5 ministres de la Défense, enfin bon. Et puis enfin, on y arrive. Mais dans l'intervalle, on avait décidé de rajouter, puisqu'on était dans ce qui n'était pas encore un écoquartier, la géothermie. Alors la géothermie, c'est 2 puits, là-haut, qui descendent à 700 mètres, je crois. Ça aussi, c'était un choix. C'était pas génial il y a 5-6 ans, la géothermie. Aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur le président d'EDF, ça devient plus rentable. Avec la TVA, par exemple. Les gens font vite les calculs. La TVA, elle est montée à 7, mais elle était avant à 5,5. C'est un peu mieux que 19,6. Les gens additionnent ça dans leur acte d'achat. Et quand vous rajoutez l'usine Icéane, ça a été un débat, on n'en finissait pas. Il y avait une vieille usine, il y a eu plusieurs usines ici d'incinération. C'est le grand débat sur l'incinération. Et puis, ici, on s'est rabattu, on a décidé de garder une usine, c'est-à-dire Icéane, qui est à peu près à 500 000 tonnes, légèrement réduite, et qui fournit un petit peu d'électricité aussi, n'est-ce pas? De la thermie l'été et un peu d'électricité l'hiver et un peu d'électricité si on en a besoin, parce qu'évidemment, on produit de l'électricité quand on en a moins besoin. Eh bien, moi, je suis très heureux qu'on ait pensé à intégrer Icéane, qui est une source autonome. On utilise actuellement Icéane 2 fois avec la collecte pneumatique, car on a profité des atermoiements des armées pour rajouter des choses expérimentales. La collecte pneumatique des déchets aujourd'hui, elle fonctionne à Barcelone et elle fonctionne à Oslo. Donc on nous a dit, oh là là, les paquets de déchets, 70 km/h dans les conduits, c'est compliqué, ça tombe en panne. Bon, on va essayer, puisqu'on a une opération neuve. Et on a rajouté ça coûte cher, hein, je crois que c'est 5-6 millions d'euros. Alors là-haut, on va le faire avec des points de pompage, parce que ça fait trop long en canalisation de descendre du fort pour aller à l'usine Icéane. Mais par contre, tous les nouveaux bureaux le long de la Seine sont connectés par canalisation pour, là encore, éviter, c'est aussi la qualité de vie, c'est aussi Grenelle, éviter la noria des poubelles, etc., la sortie des containers par les gardiens d'immeubles, tout ça a été utilisé. Vous voyez, tout ça se fait en plein pragmatisme, avec des gens intelligents. La preuve, ils acceptent d'évoluer et de changer leur plan. Et je crois que c'est comme ça qu'on va progresser. Mais du coup, on va aller très vite,
Parce que les immeubles du fort, les premiers vont être livrés dans quelques mois à peine, et les autres vont être livrés mi-2013. Oui, à peu près, avant 2014. Et ça va très vite aussi. Parmi les points techniques, comment est géré le stockage de l'énergie? La production est-elle répartie? C'est Jean-Claude Millien, directeur régional délégué de RDF, qui répond. On voit émerger aujourd'hui sur des territoires de la production locale d'énergie. Et cette production locale d'énergie, il est raisonnable, voire plus, de l'utiliser sur place. Et donc c'est ce processus qui est mis en œuvre sur Issy-les-Moulineaux qu'on essaye d'expérimenter et de voir dans quelles conditions économiques cette consommation locale peut être organisée. Donc développement de la production répartie, simultanément deux choses qui ont été mentionnées. La première, une conduite de réseau régional, c'est ce qui figurait dans l'exposé de Guillaume Parisot. Les agences de conduite régionale permettent aujourd'hui de conduire intelligemment le réseau, mais le réseau qui arrive à Issy-les-Moulineaux, mais également avec Linky, qui va être développé, donc ce compteur communicant, de servir de relais à cette conduite intelligente des réseaux pour permettre toutes les fonctionnalités possibles, et l'exposé qui a été fait aujourd'hui est un exemple des fonctionnalités pour, au final, lisser la consommation d'énergie. Et la gestion de toute cette énergie, comment ça fonctionne? Les véhicules électriques deviennent-ils fournisseurs d'énergie en période haute? Un sujet trop peu souvent abordé. C'est Jean-Philippe Train, président directeur général de TDE, et Jean-Claude Millien, directeur régional délégué de RDF, qui répondent. Il y a deux stockages qui sont prévus. D'abord, un stockage unitaire dans l'un des bâtiments pour pouvoir justement conserver cette énergie qui sera produite au niveau du photovoltaïque et pouvoir la restituer au bâtiment. Là, il y a deux technologies qui vont être étudiées. La première, c'est des batteries lithium électrochimiques classiques d'une capacité d'environ 60 kWh. Et la deuxième, en partenariat avec une start-up d'Issy-les-Moulineaux, on va utiliser du stockage mécanique avec des volants d'inertie à lévitation. Et puis il y a des discussions maintenant avec ERDF concernant le stockage au niveau du poste de distribution. Donc là, on change de maille, on n'est plus au niveau unitaire du bâtiment, mais on est dans la régulation du réseau. Et là, je crois que les solutions techniques sont en cours d'étude. Oui, quand on dit qu'il y a des discussions, c'est évidemment que nous sommes d'accord. On est en train d'étudier la mise en œuvre ensemble du stockage. L'énergie électrique, vous savez, ne se stocke pas. Enfin, c'est un des paradigmes de l'électricité, et on essaye de le contrarier en fait en développant des innovations, ce que nous sommes en train de faire en matière de stockage. Mais l'essentiel de l'électricité, vous le savez bien, est produite et utilisée instantanément. C'est une réalité physique, celle-ci, qu'on essaye à la fois avec les deux options qui viennent d'être énumérées, mais également avec une option que Guillaume Parisot avait évoquée tout à l'heure. Les véhicules électriques peuvent être en quelque sorte des stockages relais, secours, pour en fait un dispositif de réinjection de l'électricité en fonction des comportements. Ce qui est très important, c'est on est à la fois en train de gérer de la technologie très lourde, c'est-à-dire un réseau public de distribution qui devient de plus en plus communicant, intelligent, une interface sur les consommateurs et le tertiaire de plus en plus dynamique, du comportemental, mais également de l'innovation technologique. On est sur ces 4 dimensions de travail dans le cadre du projet ICIGrid. Comment seront utilisés les résultats récupérés du terrain? Comment les protéger, les partager? Sujet épineux de la confidentialité et de la rentabilité des investissements consentis. Écoutons à ce propos Marc Jalabert, directeur division grand public et opérateur chez Microsoft France, et Frédéric Dufaux, directeur exécutif du secteur Utilities, Télécom et Services de Steria France. Il y a plusieurs étapes en fait. Il y a les données, il y a l'information, il y a la connaissance et la sagesse. Donc la connaissance et la sagesse, c'est notre débat. On ne peut pas avoir d'informations pertinentes si on n'a pas de données. Donc une idée dans ce qu'on fait ensemble sur ICIGrid, c'est de décloisonner des systèmes qui auparavant étaient très cloisonnés, de faire émerger ces données et de les rendre disponibles d'une façon très, très simple. On espère qu'à partir du moment où on a réussi cette exposition de données,
de l'information va en sortir, de la connaissance va en sortir, de nouveaux usages. Donc, en effet, il y aura des startups, il y aura une interface assez ouverte d'accès à ces données. Alors, il y a plusieurs niveaux de données. Il y a des données privées qui sont relatives à un service qu'on ne va évidemment pas exposer. Il y aura des données partagées entre les membres du consortium, par exemple des prévisions météo. Il y aura des stations météo très performantes. Donc, ces données ne sont pas publiques, elles sont pour les membres du consortium. Mais une fois que les données historiques de météo peuvent très bien être partagées et elles peuvent être très précises. Donc, on aura une interface un peu technique, une interface open data, d'accès ouvert à ces données, et qui permettra à tout un chacun, que ce soit une start-up ou un citoyen, d'aller essayer de sortir de l'information et de la connaissance des données qu'on aura exploitées. On ne fait pas le pari, a posteriori, de ces nouveaux usages, on fait le pari que de donner cette information, de la rendre disponible, va être porteur d'énormément d'innovation. Yves ? Oui, Frédéric Dufaux, Steria en complément. En effet, avec Microsoft, on développe cette plateforme qui sera ouverte aux citoyens et en effet, dans la limite de confidentialité qui sera autour des données, il sera tout à fait possible pour des citoyens, et là on est dans l'aspect expérimental d'EasyGrid, de découvrir des nouveaux usages et de donner à certains citoyens, pourquoi pas, des idées d'applications qu'on n'a pas encore imaginées aujourd'hui dans un monde complètement ouvert. Et ça, tout à fait dans une logique avec Bouygues Télécom aussi, où l'usager final, au-delà de la prise de connaissance du retour qu'il a sur sa consommation électrique, peut imaginer dans son appartement, dans son atelier, dans son garage, des applications qu'on n'a pas encore trouvées aujourd'hui. Alors, à quand l'industrialisation de toutes ces recherches ? De nouveaux usages vont-ils voir le jour ? Et comment gérer cette copropriété énergétique ? Écoutons les réponses des différents intervenants de Schneider, de Total, de RDF et d'autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est mis en place sur EasyGrid repose pour la plus grande partie sur des offres, sur des briques technologiques qui existent déjà ou qui méritent d'être complétées en termes de développement pour coller aux besoins d'EasyGrid, mais pour la plupart des offres, elles existent déjà. Donc la véritable innovation, elle repose dans le fait qu'on a ici effectivement 10 acteurs qui collaborent ensemble et qui cherchent à créer le marché, à augmenter le gâteau plutôt qu'à prendre une plus grosse part du gâteau et tirer la couverture à soi. Donc l'idée, effectivement, c'est plutôt l'innovation est plutôt dans cette collaboration. Les offres, elles existent, elles sont industrialisées pour la plus grande part. Il reste bien sûr des spécificités à développer parce qu'on découvre des usages tous les jours. Dans un bâtiment, avant l'usage, c'est principalement le confort de l'occupant. Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques, on parle de stockage, on parle de gestion de tout ce qui est données, de l'IT. On parle de l'apport photovoltaïque. Ce sont des nouveaux usages. D'ores et déjà, ils sont intégrés dans les offres pour piloter tous ces usages à l'intérieur d'un bâtiment. Donc aujourd'hui, l'innovation et l'industrialisation, elles reposent plus sur le développement de ce type de coopération en fait, sur d'autres projets. Oui, peut-être un élément complémentaire sur à quand la généralisation, sur les conditions de la généralisation. On comprend là qu'il y a des briques techniques, technologiques qui sont prêtes, mais on ne sait pas trop où est le gasoil du moteur. Et le gasoil du moteur, il est en quelque sorte triple. Il est d'une part des décisions qui sont européennes de développer les ENR, donc l'énergie répartie, c'est-à-dire la production locale que j'évoquais tout à l'heure. La deuxième décision à prendre, qui est une décision qui doit être prise par les pouvoirs publics, c'est d'inciter ces producteurs locaux à injecter localement. On voit bien qu'ici, on est dans une bénévolence d'acteurs, mais que derrière, aujourd'hui, les producteurs d'énergie répartie, enfin, vendent leurs électrons qu'à un seul acteur, et il n'y a pas d'incitation économique à consommer cette énergie, donc les photovoltaïques, les éoliennes, localement. Donc on construit les réseaux aujourd'hui pour acheminer, pas forcément sur ces lieux de consommation, cette énergie, ce qui est une aberration. Donc les conditions de la généralisation industrielle, c'est de créer une incitation économique. Je ne suis pas en train de dire des choses grossières. En termes techniques, vous savez qu'il y a un dispositif national de péage de circulation de l'électricité, ça s'appelle le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Il suffit simplement,
Et d'ailleurs, c'est un questionnement que la Commission de régulation de l'énergie a ouvert dans le cadre de sa construction tarifaire. Il suffit simplement de créer une condition d'incitation d'utilisation de l'énergie au niveau local. En termes techniques, ça s'appelle un timbre d'injection. Excusez-moi de ce terme, mais c'est... Et dernier point, le troisième, qui là aussi relève d'une décision des pouvoirs publics, c'est une des briques qu'évoquait notre collègue, mais c'est une brique qui va tout de même être généralisée au niveau national, France entière, c'est la décision sur la mise en œuvre industrielle du compteur communicant Linky, et qui, demain, sera un élément substantiel, mais pas unique. On l'avait vu dans le démonstrateur que Guillaume Parisot a présenté. Pas unique, mais un élément important. Généralisation, donc, de ce compteur Linky pour la France. C'est développé aujourd'hui sur 2 pilotes, à Lyon et à Tours. Enfin, vous connaissez ça. Et demain, les pouvoirs publics doivent décider cette généralisation. Et évidemment, derrière, nous aurons à ce moment-là les conditions industrielles du développement des projets tels que ici Grid dans d'autres zones, dans d'autres quartiers, dans d'autres villes. Si vous me permettez, peut-être encore plus micro au niveau du promoteur. Donc Bouygues Immobilier développe 3 écoquartiers expérimentaux. Et donc en complément de ça, va se poser le problème des copropriétés énergétiques, parce qu'aller acheter l'énergie produite le week-end par des panneaux solaires sur des bureaux pour la réinjecter dans une copropriété de logement, vous imaginez quand même l'environnement réglementaire qu'il va falloir mettre en œuvre pour fabriquer ces affules ou ces copropriétés énergétiques pour pouvoir se revendre de l'énergie d'un bâtiment à l'autre. Donc là, bien entendu, c'est faisable, bien entendu, les technologies sont en place, mais il va falloir quand même que là, on se retourne vers le législateur et qu'on soit capable de fabriquer au moins l'environnement réglementaire qui permettent aux particuliers d'aller acheter à la société Bouygues Immobilier l'énergie qui sera produite sur son toit le week-end. Donc ça, c'est encore dans nos écoquartiers au stade de la recherche et développement pour essayer de fabriquer un environnement juridique qui soit simple, compatible et qui permette de s'échanger de l'énergie. Je voudrais rajouter quelque chose sur la phase d'industrialisation. Donc Christophe Juban de la direction Nouvelles Énergies Total. Je pense que l'industrialisation va se faire très naturellement parce qu'on pense, nous, que le solaire, notamment, va se développer extrêmement rapidement puisque la parité réseau, c'est-à-dire quand le solaire sera compétitif, il commence maintenant dans les pays ensoleillés, là où l'électricité est chère, comme la Californie ou l'Italie. Et on pense que d'ici 2020, 90% des pays de l'OCDE, on aura atteint la parité réseau. Et donc forcément, lorsqu'on aura des quantités d'énergie intermittente très importantes, eh bien, économiquement, il y aura besoin de smart grids, de réseaux intelligents. Et les économiques seront là. Et donc la phase d'industrialisation se fera très naturellement. Un complément très rapide, je partage évidemment ce qui vient d'être dit sur le fait qu'ici Grid, c'est un assemblage de briques dont certaines d'entre elles sont déjà à quasi-maturité industrielle. On a parlé de photovoltaïque, évidemment, les offres photovoltaïques des uns ou des autres sont à maturité. Il y a installé en France déjà à date à peu près 1000 mégawatts de photovoltaïque. C'est l'équivalent en puissance d'un réacteur nucléaire. Ça va continuer, mais je veux dire, on est déjà à un stade industriel, on peut dire. Sur d'autres briques qu'on a évoquées, notamment celles qui entrent dans la maison, entrent dans l'appartement, et là pour mieux informer le client de comment il consomme. Côté EDF, on a une vision de l'industrialisation de cette partie-là, de ces offres-là, en aval de ce que vient de dire Jean-Claude Millien, donc mon collègue de RDF, en aval de Linky. C'est-à-dire c'est le jour où Linky sera déployé largement qu'on sera en situation de déployer à moindre coût, dans des conditions véritablement compétitives, des offres du type de celles qu'on a vu ici, tout simplement parce que Linky mettra à disposition des fournisseurs l'information qui va bien pour pouvoir la digérer et la mettre à disposition sous forme conviviale et instructive pour les clients. Donc industrialisation de ça après le déploiement de Linky. D'ailleurs, on expérimente aussi d'ores et déjà ce que peuvent être ces offres en aval de Linky. On parlait de l'expérimentation Linky à Lyon. C'est précisément à Lyon qu'on fait des choses pré-industrielles en la matière.